aujourd'hui en compagnie de Francine Fouéré et des deux personnes qu'elle a choisies pour l'accompagner, Philippe Muller, qu'on vient d'entendre dans la première partie consacrée à Krishnamurti, et à présent Robert Roussel, pour ce qui est du domaine de l'ufologie, autre passion de René Fouéré, puisque cette émission, évidemment, est centrée sur la personne de René Fouéré, qui nous a quittés en 1990, et nous avions fait une émission en compagnie de René et Francine Fouéré en février 1988, et je suis heureux de retrouver Francine, à la fois pour évoquer bienveillance, hommage à René Fouéré, dont on vient de parler, et puis également refaire connaissance avec cette activité du GEPA, qu'ils ont entretenu et maintenu à bout de bras pendant un bon nombre d'années, avec une publication qui lui était associée. Nous retrouvons donc à sa demande, sur sa proposition, Robert Roussel. Robert Roussel, nous l'avons reçu sur cette antenne il y a 2 ans, parce qu'il a publié un livre fort intéressant chez Albin Michel en 1995, OVNI, les vérités cachées de l'enquête officielle. Et Robert Roussel donc nous avait fait le plaisir de participer à une longue émission qui est toujours disponible en archive, qu'on écoutera le mardi soir dans la foulée de cette diffusion. Donc ne quittez pas l'écoute, après 1h du matin, vous retrouverez Robert Roussel. Robert Roussel, nous attendons toujours le livre qu'il nous avait promis sur mon expérience de reporter à FR3 Aquitaine. Ça tarde un peu, il va nous expliquer pourquoi. Et également, Robert Roussel, vous avez fait une apparition assez remarquée au récent congrès ufologique de Châlons en Champagne. Vous avez parlé des drones d'une manière qui n'a pas enchanté tout le monde, assez polémique. Bonjour Robert Roussel. Bonsoir à tous. Oui, effectivement, je vous avais parlé un peu d'un projet de livre que je préparais sur mon métier de reporter, et je me suis peut-être un peu trompé sur certaines directions prises dans ce livre. Les éditeurs m'ont précisé qu'ils préféreraient que je parle de ma partie consacrée au grand reportage, et c'est une direction que je prends, et je suis en train en ce moment de remanier effectivement ce projet. Et alors, en ce qui concerne votre conférence à Châlons-en-Champagne? Alors, la conférence de Châlons-en-Champagne, j'étais aux côtés de Francine pendant ces 2-3 jours, et je suis intervenu un moment sur les leurres que pouvait introduire la technologie humaine en rapport avec les observations d'OVNI. Ces leurres sont des objets manufacturés qui sont un télédrone et qui permettent aux militaires de produire des armements et des systèmes d'observation très complexes et qui aident les armées et qui seront bien entendu les technologies du futur. Donc j'ai présenté ces différentes possibilités technologiques qui sont maintenant les outils de travail des militaires, en donnant des exemples. Par exemple, un fantassin est susceptible actuellement de partir en opération sur un théâtre de guerre avec dans son dos un engin qu'il peut faire sortir de son sac, le manœuvrer, le faire pivoter dans différents endroits de l'espace pour observer les positions de l'ennemi. Cet engin, qui est un petit instrument qui ressemble un peu au modèle réduit que utilisent les groupes d'amateurs qui font voler les petits avions ou les petits hélicoptères, eh bien, ce modèle réduit d'armement lui permet d'observer un sniper, une force armée distante de plusieurs centaines de mètres de lui, de lui communiquer l'information et lui permet d'adapter sa technique de guerre. Et j'avais expliqué tout ça aux gens à Châlons en Champagne en expliquant que désormais, il sera difficile de repérer le phénomène OVNI de ces technologies de pointe. Et au milieu de la salle, certaines personnes considèrent que à cet instant je fais de la désinformation et manifestent leur refus d'accepter ce genre de théorie. En réalité, je me suis aperçu que à Châlons-en-Champagne, nous avions affaire à beaucoup de croyants et à très peu de gens qui voulaient faire une analyse, si vous voulez, objective du phénomène. Donc vous avez été un petit peu chahuté? Alors j'ai été, oui, effectivement, à la fin de mon exposé, car c'était la fin de mon exposé, j'ai entendu des gens me traiter de débuqueur, d'activiste anti-OVNI. Enfin, c'est effectivement ces gens qui se sont manifestés sans vouloir comprendre que je n'avais aucune intention de démontrer l'inexistence du phénomène OVNI en tant que manifestation étrange et bizarre, mais que je voulais prévenir les gens que dorénavant, les scientifiques
Et les enquêteurs vont être obligés de prendre en compte le paramètre des drones pour essayer de pouvoir faire la différence entre un phénomène ovni reconnu comme tel et la présence d'un drone qui peuvent effectivement dissimuler ou se calquer sur une apparition d'ovni. Donc les gens n'ont pas compris ma démarche. Je leur avais expliqué effectivement, puisque j'étais en liaison souvent avec des pilotes, avec des militaires qui étaient observateurs, je pense que tout cet étalage de relations militaires ont donné l'impression aux gens que j'étais envoyé par ou le gouvernement ou les militaires pour dissimuler quelques vérités, alors que mon livre, c'est tout le contraire de tout ça, et qu'il explique au contraire qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été révélées, ou tout au moins médiatisées, par les découvertes du GEPAN au moment de l'enquête du CNES. Donc le procès qui m'a été fait un petit peu par le public était vraiment en contre-indication de ma vraie démarche. Oui, et puis l'actualité récente en Iran va vraiment dans votre sens, dans la mesure où il semble que les vagues d'ovnis se multiplient sur l'Iran, alors qu'en réalité, dans la préparation d'une guerre éventuelle, il s'agit évidemment de vagues de drones. Ah ben, c'est tout à fait ce qui doit se passer, parce que avec l'actualité brûlante qui monte, effectivement, les Américains ou les forces d'observation autour de l'Iran augmentent tous les systèmes de déplacement aérien qui leur permettront d'avoir une analyse objective de la situation. On ne sait pas, mais Oussama Ben Laden, par exemple, a failli être éliminé par un drone dans une année qui précédait l'arrivée de Bush, mais le manque d'information ou la manque de rapidité de l'information transmise aux états-majors a fait que l'autorisation de tir depuis le drone qui pouvait atteindre Ben Laden n'a pas été donnée, et Ben Laden est reparti dans sa grotte et a provoqué les ennuis que l'on sait. Donc les drones sont effectivement une composante militaire maintenant absolument centrale des technologies humaines, et ne pas savoir et ne pas vouloir reconnaître l'existence des drones ou ne pas l'accepter, c'est omettre un paramètre important même du phénomène ovni. D'autant que ça peut servir les Américains de laisser croire à une vague d'ovnis pour estomper les vagues de drones qui leur sont utiles en préparation militaire. Ah ben tout à fait, exact, c'est à double effet. D'un effet, le premier effet, on peut imaginer que ça va dissimuler la composante ovni, mais de l'autre côté, on peut prétendre effectivement que ce qui est observé de manière un peu mystérieuse est constitué de drones et va provoquer parmi les observateurs la crainte d'une surpuissance américaine et qui sera absolument infondée, qui sera exagérément décrite. Donc c'est à double effet, effectivement. Donc Robert Roussel est toujours actif dans le domaine OVNI, et c'est pourquoi Francine Fouéré a souhaité qu'il nous rejoigne pour parler de leur activité. D'abord la constitution, puis l'entretien du GEPA. Et vous avez été observateur et participant toutes ces années, Robert Roussel. Oui, moi j'ai beaucoup aimé cette période où René et Francine était le centre, le pivot de cette association, de ce groupement d'études des phénomènes aériens, qui était d'ailleurs le seul en France à cette époque à faire un travail exceptionnel, qui était entouré de correspondants de très très grande valeur. Je dis pas ça pour moi, mais je pense à Poher, je pense à des gens qui ont pris des dimensions scientifiques importantes et qui, comme Pierre Guérin, ont été à l'époque des correspondants discrets mais efficaces du GEPA. Et c'est cet organisme d'ailleurs qui a incité le gouvernement, un petit peu à l'image du GEPA, à demander au CNES de créer un groupe de recherche qui a d'ailleurs pris des initiales assez proches de celles du GEPA, qu'on a appelé le GEPAN, et c'est vous dire la référence que constituait le GEPA. Et pour ceux qui ont côtoyé, ceux qui lisaient les revues et les rapports effectués par les correspondants de Francine et de René, ils se régalaient de la qualité, de la précision des observations faites. Et on ne trouvait pas, comme on trouve maintenant dans cette littérature un peu bizarre, d'exagération, de recherche du sensationnel. On s'en tenait aux faits, aux observations, aux paramètres, et intervenaient parfois des scientifiques qui étaient sollicités par Francine et René pour faire des compléments d'analyse sur le terrain
ou des compléments d'analyse sur les photographies qui étaient prises par les témoins. C'était vraiment à cette époque, moi j'en garde un souvenir extraordinaire, surtout ces séances publiques que tenaient René et Francine, qui attiraient un très grand public et qui attiraient parfois des journalistes eux-mêmes témoins et eux-mêmes rapporteurs de phénomènes étranges, qui venaient avec leur petite bobine sous le bras, projeter devant le public leur reportage, et ce qui amenait un complément d'information et une richesse à la soirée. Alors, vous dites cette époque, mais on se situe précisément en quelle année? Ça se situe dans les années 60 à disons, fin 80. C'est Francine qui pourrait répondre plus précisément à cette question. C'était la période qui correspondait aussi à une certaine somme d'observations qui était très intéressante. Il a été présenté au cours de ces soirées les recherches sur Valençol, où Roger Masse avait aperçu dans un champ de lavande une sorte d'engin qu'il qualifiait de soucoupe avec deux êtres qui l'ont paralysé. C'était des moments d'analyse très très intéressants, très riches, et qu'on ne retrouve pas actuellement. Alors est-ce dû au fait qu'on observe moins de cas et qu'ils sont moins transmis donc, ou est-ce dû au fait que l'actualité et la somme d'informations étant tellement importante dans tous les domaines que également là, un peu comme les drones, on n'arrive plus à retirer les observations de l'actualité trop forte qui envahit pratiquement tous les médias. Francine Fouéré. Je suis très touché de ce que dit Robert Roussel sur ce passé qui a été extraordinaire. Ça a été peut-être un travail fantastique, mais c'était aussi une joie de te rencontrer ces gens qui apportaient bénévolement leur aide, leur soutien pour cette revue Phénomènes spatiaux qui n'a eu aucun support publicitaire, et nous n'avions au fond que les cotisations de membres et leur aide. J'aimerais dire pourquoi René Fouéré, dont on vient de parler dans le domaine de la soucoupe volante, s'est intéressé à ce problème. Oui, là on dispose d'un texte que vous allez nous lire. Alors, je vais lire ce que René a écrit dans son propre livre. Le même esprit de recherche qui m'avait conduit à la découverte de l'enseignement de Krishnamurti me valut de prêter mon attention vive, sans aucune prévention initiale et en tout désintéressement, au problème d'année de la présence possible, une présence dont les implications humaines et philosophiques ou d'ordre spirituel pourraient être immenses, de véhicules extraterrestres pilotés dans l'atmosphère ou sur le sol de notre planète. C'est à l'occasion de cette recherche que nous avons pu apprécier le courage et l'amitié du général d'armée Lionel Macchassin, qui fut président de ce groupement d'études de phénomènes aériens, dans les activités duquel nous avons pris, mon épouse et moi, les plus grandes, les plus graves responsabilités. Et c'est vrai parce que c'était en tout désintéressement, et c'est ça qui a été, au fond, les gens appréciaient la qualité d'écriture de mon mari et le sérieux des recherches. Parce que mon mari ne voulait publier que des observations fortes qui amènent les gens à une prise de conscience, en particulier les scientifiques, les techniciens. Parce que c'était pas facile. Il faut pas oublier que pour l'histoire des météorites, ces messagères du cosmos, il a fallu 150 ans pour reconnaître leur existence. Que des cailloux pouvaient tomber du ciel. Voilà, pour reconnaître que des pierres pouvaient tomber du ciel. Lavoisier déniait tout ça et tout. Et comme l'histoire du soucoupe volante date du 24 juin 1949, on a encore quelques années devant nous avant qu'il y ait une prise de conscience du phénomène. Vous voulez dire 47, Kenneth Arnold. Oui, c'est l'observation de Kenneth Arnold qui était une observation très intéressante. Donc, c'est un problème très difficile à étudier parce qu'il ne dépend pas de nous. Donc, il faut des observations fortes. Et ce qui est bien, Robert vient de parler des drones, mais moi, ce que j'aime, ce sont les atterrissages. Parce que quand ça descend et que ça remonte, Robert me dira si les drones peuvent descendre et remonter du sol. C'est ça qui m'intéresse aussi. Parce que ce qui est intéressant quand il y a un atterrissage, c'est qu'il y a des marques au sol qu'on peut étudier. Donc, il y a des cas où le témoin est nécessaire pour dire que c'est là, c'est venu. On a besoin du témoin, mais après on ne s'occupe plus du témoin. Parce qu'une époque, on disait, le témoin a des crises, n'importe quoi. Non, la grand-mère est morte, tout ce qu'on voulait. Le pauvre témoin était ridiculisé. Tandis que là, s'il y a des traces au sol, c'est en dehors du témoin. Oui, alors la question a été posée à Robert Roussel. Des drones peuvent-ils monter, descendre, se poser et redécoller? Oui, j'ai bien entendu la question de Francine.
Et effectivement, les drones sont capables maintenant de faire tous ces mouvements stationnaires, d'atterrissage, de redécollage et de positionnement bizarre. Sauf que les observations qui sont faites depuis 30-40 ans par les gens, même plus depuis 50 ans, eh bien, bizarrement, ressemblent à ce que font maintenant les drones. Donc, et même de manière encore plus technologiquement intrigante. Par exemple, les ovnis peuvent faire des démarrages à une vitesse folle, effectuer des virages qui n'en sont pas à 90 degrés, posséder des lumières et des éclairages qui sont tronqués, comme on le voit dans certains cas. Ils possèdent une technologie qui visiblement ne correspond pas à l'époque aux capacités technologiques de la planète. Les drones, ce que font les drones, c'est ce que font les appareils conventionnels de l'homme, de l'avion, de l'hélicoptère, mais sur un modèle réduit et avec des figurations spectaculaires pour celui qui ignore complètement qu'il a affaire à une technologie humaine et qui ne connaît pas la forme des drones. Les drones sont capables de représenter des formes les plus bizarres. Et dernièrement, j'ai assisté à un tir au centre d'essai des Landes. Je me suis adressé à un des militaires qui s'occupait de ce lancement de tir, avec qui j'ai parlé des drones précisément, et il m'a expliqué que maintenant on arrivait à construire des drones pas plus volumineux qu'une libellule, c'est-à-dire un objet volant susceptible de porter des informations ou d'en recevoir qui ne dépasse pas le volume de la libellule construite par un homme. C'est vous dire les capacités technologiques que nous avons atteintes. Mais ça ne signifie pas qu'on soit incapable de l'identifier. Une libellule reste une libellule, un phénomène ovni très bizarre avec des comportements incompréhensibles demeure un phénomène ovni. C'est ça que je veux dire. La différence saura s'établir si on obtient une somme suffisante d'informations qui nous permettent de découper le phénomène en tranches et de découvrir quelles sont ses capacités techniques, celles qui sont faites par l'homme et celles qui lui sont impossibles. Alors, Robert Roussel, des drones capables de se poser et de redécoller, c'est une technologie assez récente, ou bien est-ce que sa révélation est récente, mais qu'en réalité, ces possibilités étaient déjà techniquement réalisées il y a bien des années? La capacité, la technologie des drones, admettons, sur le plan d'efficacité, une vingtaine d'années maximum. Et encore, il s'agissait de début, mais les drones qui sont utilisés par les militaires le sont maintenant depuis une dizaine d'années. Mais les drones de technologie hyper pointue, avec une miniaturisation à l'extrême, comme celle de cette libellule dont m'a parlé un officier supérieur responsable du centre d'essai des Landes, elle a un délai de quelques années à peine. Donc on ne peut pas confondre les effets du phénomène OVNI avec des engins secrets qui, il y a 30-40 ans, pouvaient aboutir à la technologie des drones. Vous voyez, c'est complètement exclu, d'autant plus que les témoins des phénomènes OVNI décrivaient des particularités qui étaient totalement incompréhensibles, même aux spécialistes les plus pointus de la technologie. Alors, pour en revenir au GEPA, il vous est arrivé, Robert Roussel, de participer à l'activité de l'association, à la publication de la revue? C'est-à-dire que j'ai collaboré, j'étais jeune journaliste dans l'Est de la France et j'ai découvert l'existence du GEPA, et en tant que journaliste, j'ai eu accès à différentes observations d'OVNI et après publication dans le journal local, une publication succincte, je complétais mon enquête personnelle que je transmettais et que j'ai transmis aux gens du GEPA, c'est-à-dire à Francine René-Fouéré, qui très intéressée, très gentiment lisait ma prose et me conseillait parfois quand il fallait ajouter quelques petites choses, mais était très intéressée par les gens qui leur soumettaient des observations et les publier effectivement dans Phénomènes spatiaux. Et c'est ainsi que j'ai eu le plaisir de voir à plusieurs reprises mon nom au-dessous de différentes enquêtes et de recevoir les félicitations de René et de Francine pour mon travail. Et j'étais extrêmement fier, moi jeune journaliste, de participer, si vous voulez, à la connaissance du public par mes enquêtes qui n'étaient pas très très nombreuses, et j'étais moi-même abonné. Je suivais avec impatience la sortie de la revue, car c'est vrai que les enquêtes qui étaient publiées étaient d'une très grande qualité
Et quand on lisait des observations faites dans phénomènes spatiaux, on était assuré qu'il ne s'agissait pas de choses très mal vues ou inventées. On était sûr que le témoignage reposait sur des choses très très solides. Francine Fouéré, dans ce court texte que vous venez de nous lire, écrit de la main de René Fouéré quant à ses motivations, puisque le mot spirituel n'est pas oublié, j'y vois une cohérence avec son intérêt pour Krishnamurti, l'autre volet de sa vie, à savoir que il est évidemment nécessaire, s'il s'agit de manifestations tôle et boulon, avec personnel embarqué, un personnel qui aurait quelques milliers d'avance sur notre humanité, il est légitime de se demander si leur évolution spirituelle est à l'image de leur évolution technologique. Oui, il y avait tout ce côté philosophique auquel pensait René, parce que il y avait à la fois cette technique incroyable, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de drone, donc ça avait des manœuvres fantastiques, des allers-retours directs, pas de bruit au décollage. Il y a même des observations étonnantes comme celle de Cusack, où l'objet se pose et puis après grossit avant de démarrer, repartir. Enfin, il y avait des possibilités, des choses qu'on ne pouvait pas s'expliquer. Et René Fouéré pensait que c'était des choses quand même, des observations à étudier. Il se souvenait d'abord non seulement de l'histoire des météorites, mais des travaux de Wegener sur la dérive des continents. Il a fallu aussi longtemps, Wegener est mort avant qu'on ait accepté cette théorie de la dérive des continents. Donc il pensait qu'il y avait un phénomène, plutôt que de se moquer des témoins, il fallait l'étudier. D'ailleurs, Général Chassin avait la même attitude, il se passe quelque chose, on l'étudie, plutôt que de se moquer des témoins ou tout cela. Donc on a eu quand même beaucoup de chance, parce qu'on a, grâce à nos membres, on avait connaissance d'observations qui étaient vraiment très étonnantes et qu'on ne pouvait pas expliquer d'une façon normale. Et je remercie encore Robert Russell qui assistait à nos réunions publiques, qui apportait des documents, et c'était vraiment des échanges très fructueux. Oui, mais alors, au nombre des motivations, chez René Fouéré, il y avait aussi l'aspect spirituel des occupants. Bien sûr. Qu'est-ce qu'ils venaient faire sur Terre ? On pouvait se poser ces questions-là. Quelle était leur façon de penser et de vivre ? Ça posait beaucoup de questions. Puis quand même savoir qu'on n'était pas le seul globe habité, ça pose aussi des questions, parce que jusqu'à présent, on pensait que la Terre était le seul globe. Puis d'où ils venaient et comment ils pouvaient venir. Je me souviens que il y avait un astrophysicien qui disait, mais nous, on mettrait un tel temps pour voyager, comment est-ce qu'ils peuvent venir chez nous ? Et c'est pour ça qu'il ne voulait pas croire au phénomène, parce que nous, on pouvait pas aller chez eux. Bon, ben, c'est une idée comme une autre. Un peu primaire quand même. Oui, mais il était diplômé. Hein. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'était très curieux, la raideur parfois cérébrale de certains scientifiques. Tandis qu'il y en a d'autres, au contraire, on est allé voir, je rends hommage aussi à Yves Rocard, ce physicien nous avait reçus avec un ami, Michel Troublé. Il a écouté les observations dont on lui faisait part, en particulier une observation dans laquelle la lumière traversait les murs. Nous, on ne savait pas faire ce phénomène encore. Et il nous a dit, je mets tout mon laboratoire à votre disposition, mais que dois-je faire ? Ben, la question est toujours la même aujourd'hui. Et ça se passait en 1965. Donc vous voyez que les choses sont lentes à changer. Il faut pas perdre l'espoir. Robert Roussel, pour vous, les distances et disons que la vitesse de la lumière réputée infranchissable, c'est un obstacle pour vous, ou c'est juste une méconnaissance temporaire sur notre technologie ? Je pense pas qu'il faille prendre comme référence les limitations supposées de la vitesse de la lumière qui, d'après Albert Einstein, ne sont pas dépassables, et qu'il a parfaitement démontré, car toute la physique qui débouche sur nos connaissances est justement basée sur cette limitation de la vitesse de la lumière. Mais les physiciens, les astrophysiciens vous racontent qu'actuellement on peut imaginer des sortes de raccourcis spatio-temporels, on appelle ça les trous de verre, qui permettraient justement ce franchissement des limites, disons, qui se chiffrent par milliards d'années-lumière, des distances entre différentes galaxies. Ces franchissements par les trous de verre permettraient justement de se déplacer dans l'espace-temps avec des possibilités qui dépassent cette notion de vitesse de la lumière. La vitesse de la lumière est infranchissable, mais il existe dans l'univers des possibilités de raccourcis spatio-temporels qui permettent justement ces déplacements. Voilà, c'est ce que disent maintenant les astrophysiciens. Donc on peut supposer que
des sortes d'extraterrestres ou des humanités différentes de la nôtre utilisent ces choses presque quotidiennement et peuvent se déplacer dans la bulle d'univers, alors que nous sommes cantonnés à notre environnement autour de la Terre et peut-être à nous promener un peu sur la Lune, mais sans plus. Donc psychologiquement, nous restons sur Terre, nous restons dans nos limites, mais la physique, elle, ne dément pas effectivement la possibilité de se déplacer sur des distances et dans des temps très courts. Oui, citons ici le colonel Corso qui a rapporté ce qu'il savait des engins et a dit ceci: il s'agit de machines à maîtrise temporelle. Oui, alors moi je dis toujours, quand on me met sur des chemins, on tente de me faire exprimer ce que je sens par rapport aux théories qui sont émises par des gens qui sont, semble-t-il, informés. Je ne vais pas plus loin que ce que je peux apprendre moi-même, à la fois du témoignage ou en essayant de m'informer auprès d'astrophysiciens, sur la possibilité que certains informateurs détiennent des informations sur des ovnis capturés ou des ovnis qui auraient permis de révéler la technologie extraterrestre. Je suis incapable de pouvoir répondre et de vraiment conforter un avis, car selon moi, les théories qui alimentent tous les mystères sur une possible entente des USA avec des extraterrestres qui leur permettent d'évoluer dans leur façon d'être sur le plan technologique, moi personnellement je suis assez sceptique, car je ne vois pas de différence fondamentale entre ce que savent faire les Américains qui se montrent à la tête finalement de la recherche spatiale et des autres humains. La différence n'est pas tellement forte pour dire qu'il s'agit là effectivement d'un apport d'une technologie extraterrestre. C'est ce que moi je sens. Alors, les théories autour de l'information recueillie autour de vaisseaux spatiaux, dont font référence certains, moi me paraît, sujette à caution et reste à démontrer. Bien sûr, on le met dans un coin et puis on attend le recoupement. On n'est pas obligé de le prendre pour argent comptant, mais simplement il pointe du doigt une possibilité. Et des années peuvent passer avant qu'un deuxième élément venant s'ajouter, lorsque on connaîtra mieux la dimension temporelle, pourra à ce moment-là sembler évidente. Il est prudent de ne pas conclure, bien sûr. Francine Fouéré. Moi, je partage tout à fait l'avis de Robert Roussel. On aime, si je peux dire, on aime la soucoupe tangible. Parce que toutes ces théories, il y a des gens qui vous disent « j'ai piloté une soucoupe volante », des tas de gens qui vous racontent des trucs effarants, parce qu'au fond, il n'y a pas de contrepoids à ces gens qui, c'est un peu comme dans le domaine de la parapsychologie, ceux qui vous racontent des tas de trucs parfois. Et alors, ça fait des barrages pour les gens qui veulent étudier la question. Je trouve que l'attitude de Robert est vraiment très sage. On note ce qui se passe et puis on verra bien. Récemment, j'ai vu tout à fait par hasard une partie d'un documentaire sur la CIA et j'ai souffert. J'ai trouvé atroce parce que à l'époque, quand il y avait un témoin aux États-Unis, on venait lui dire qu'il n'avait rien vu, que c'était faux, tout ça et tout. Et je trouve ça destructeur parce que on aurait pu recueillir à ce moment-là des renseignements intéressants, tandis que là, le témoin était contraint au silence et tout. C'est une chose atroce, la CIA. J'ai vu ça récemment, je savais pas quel rôle diabolique elle avait joué. D'ailleurs, il faudrait citer, je crois que vous en serez d'accord, Robert Roussel, le travail de François Parmentier sur la désinformation. Alors, j'avoue humblement ignorer complètement le travail de François Parmentier que vous m'éditez. OVNI, 60 ans de désinformation. Ah d'accord, ok. Donc c'est un livre que je vais acheter de ce pas pour m'informer également. Mais la désinformation, si vous voulez aller dans tous les domaines, elle fait partie de la vie de chacun. Si vous voulez, une usine qui fabrique quelque chose et qui ne veut pas le faire connaître à son concurrent, utilisera la désinformation pour l'induire en erreur. Dans notre métier, on la pratique un petit peu, les journalistes, sans vouloir des fois, la pratiquent. Moi, je trouve que la désinformation fait partie des défauts et des qualités humaines. C'est une façon de s'enthousiasmer ou de refuser une évidence. C'est ça la désinformation pour moi. Vous avez le souvenir d'avoir été sujet à des tentatives d'intoxication? Absolument pas. On a eu toute liberté d'expression. Mon mari était ingénieur, il a eu aucune pression sur lui. Moi, j'étais dans l'enseignement. On m'a laissé vraiment tranquille. Et même notre revue
avec l'accord du proviseur, étaient déposés dans la bibliothèque des élèves. Voilà. Donc on a eu toute liberté, ça je tiens à le dire. Pourquoi la publication a-t-elle cessé en 1977? Oh, c'est très simple, parce que d'abord c'était un travail énorme, et on souhaitait une recherche officielle, et c'est en 77 que Claude Poher a créé le GEPA. Donc on a trouvé que notre rôle était terminé, et que tout ce qu'on avait comme renseignement, tout ce qu'ils ont donné, c'était pour le GEPA, pour qu'ils puissent faire une recherche avec d'autres moyens qu'un groupement. Est-ce que vous avez transmis des archives à une institution naissante comme le GEPA? Non, pour l'instant rien du tout. Je réfléchis encore, parce que c'est difficile le problème des archives, parce que comme on s'intéressait à la fois à Krishnamurti et aux soucoupes volantes, c'est difficile de séparer les deux, parce que parfois les deux sont liés. Et puis, je me méfie, il y a des gens qui viennent avec un gentil sourire uniquement pour prendre les choses, alors j'attends. Tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas que ça aille dans un sac poubelle, ça oui. Tout à l'heure, vous aviez parlé de Téhéran, et dans le dernier numéro justement de 77, de mars 77, il y avait une observation à Téhéran. Ah oui, à l'époque. Extraordinaire observation de 76. Oui. Rien à voir avec les drones, n'est-ce pas? Alors justement, c'est intéressant parce que le fantôme américain qui était parti à la chasse à l'OVNI, tout l'appareillage électronique était tombé en panne. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas faire encore nous-mêmes. Voilà. Oui, l'objet ne s'est pas laissé approcher à moins d'une trentaine de kilomètres. Il pouvait rien faire, le pauvre fantôme. D'ailleurs, ce qui est amusant, on est allé à l'ambassade de l'Iran. Bon, à l'époque, c'était encore le Shah et on était reçus d'une façon très très stricte, très solennelle, beaucoup d'allure. Et ils nous ont dit que les États-Unis étaient drôlement intéressés à la question, et les Russes. D'ailleurs, notre revue était envoyée en Russie, dans un centre, le centre scientifique de Moscou, et elle était traduite en russe, vous voyez. Alors, les Russes nous envoyaient des vœux pour la Noël, tandis que les Américains nous envoyaient une cotisation. Voilà la différence entre les Russes et les Américains. Oui, Robert Roussel se souvient de Téhéran 1976? Oui, je me souviens, comme dit Francine, les fantômes, ce sont des avions supersoniques qui constituaient la force aérienne de l'Iran. C'était effectivement une information qui avait fait énormément de bruit, qui avait été reprise par l'AFP, par tous les médias nationaux, et qui avait contribué à rendre plus sensible encore les Français à la création du GEPAN, car elle coïncidait à cette année de la création du GEPAN. Et c'est une observation majeure qui avait fait comprendre que derrière le phénomène OVNI se dissimulait certainement une énorme énigme, peut-être même une présence difficilement réfutable du fait que effectivement ces avions avaient subi des contre-mesures ou au moins des paramètres qui les avaient un peu déglingués, comme on dit entre nous, et qui avaient surpris les militaires et qui avaient même inquiété. Donc c'était une des observations solides qui avait beaucoup contribué à faire bouger le phénomène, au moins en Occident. Oui, pour autant je me souviens, le pilote du Fantôme se voyait totalement désarmé chaque fois qu'il voulait reprendre la chasse. Par contre, l'instrumentation redevenait efficace lorsque la distance respectueuse décidée par l'objet était retrouvée. Tout à fait. C'est un phénomène qui laissait donc apparaître qu'il y avait une sorte de manipulation derrière cette présence. Elle me fait penser un peu à cette observation qui avait été faite par un équipage de Mirage 4 qui avait détecté la présence d'une lumière bizarre autour du Mirage qui évoluait de manière intelligente et que le pilote signalera comme ayant des mouvements qui laissaient supposer que l'objet ou la lumière s'amusait avec le Mirage 4. Donc il ressentait derrière cette présence d'une simple petite lumière qui pivotait autour de l'appareil une sorte d'intention et une sorte de présence qui se jouait des performances du Mirage 4. Et cette observation a figuré dans les comptes rendus officiels détenus par l'armée de l'air au boulevard Victor que j'ai pu lire au moment où je publiais mon premier livre sur les observations de pilotes recueillies par l'état-major. Il y a une concordance entre cette bizarre présence autour des fantômes qui produisent des effets secondaires et qui induisent un petit peu les courts-circuits
court-circuite un peu les manœuvres à l'intérieur de l'habitacle, et cette présence insolite, extérieure au Mirage 4, qui se joue un peu avec l'intelligence des pilotes. Oui, vous racontez ça parce que à l'époque, vous aviez l'accréditation défense. C'est ça, je l'ai toujours d'ailleurs. Cette accréditation m'avait permis de lire au boulevard Victor les rapports centralisés par l'armée de l'air, et j'avais été le premier journaliste qui, ayant découvert dans un rapport de gendarmerie une observation de pilote, avait demandé à l'armée de l'air d'ouvrir ses dossiers, car avec Francine Buchy, qui était ma consoeur, nous effectuions à l'époque pour France 3 Nancy un reportage en 3 volets. L'armée de l'air avait dit ça n'existe pas, et moi j'avais dit à l'armée de l'air, bon ben écoutez, on a fait une sorte de petit chantage. Si vous ne voulez pas qu'on parle avec vous des observations de pilotes, nous on va montrer au public un rapport de gendarmerie qui spécifie qu'un pilote a fait un rapport auprès des officiels pour raconter son observation. L'armée de l'air, 15 jours après, me disait, bon écoutez, venez, nous allons discuter de ça, et nous montrer ces dossiers, et à la suite de ça, quelques temps plus tard, je publiais, il y avait à l'époque une 30aine d'observations, je l'ai publié dans un livre qui fut diffusé dans les années 80. Oui, ce n'est pas celui dont nous parlions en début d'émission, publié en 95. C'est mon premier livre sur le phénomène OVNI, s'appelait La fin du secret. Ça voulait signifier la fin du secret militaire qui entourait autrefois ces observations, et qui était sous-titré Les dossiers confidentiels de l'armée de l'air. C'était pour la première fois un journaliste, effectivement, racontait comment les faisceaux radars pouvaient ne pas prendre en compte les observations d'OVNI. C'était des spécialistes radars que j'avais interviewés qui m'expliquaient comment la couverture radar pouvait éliminer, parce que trop aberrant, certains passages d'objets, parce que volant trop bas ou volant à trop grande vitesse. Ces objets n'entrant dans aucune classification technologique, ils étaient éliminés par le radar primaire. Donc, pouvaient ne pas apparaître des objets faisant du surplace, volant à 20 à l'heure et démarrant à une vitesse fulgurante de 2 à 3 000 km à l'heure. Donc, les radars les éliminaient parce que ça ne correspondait pas à la technologie de l'époque. Alors, combien d'observations perdues à cause de cette programmation? Tout à fait, mais c'est une programmation, si vous voulez, tout à fait nécessaire et utile, car en fait, il n'y a pas que les ovnis qui font ces mouvements bizarres et étranges, il y a aussi les météorites, il y a aussi les oiseaux qui volent en dessous de 20 à l'heure, et il y a les météorites qui volent à plus de 3000 à l'heure, qui fait que si nous prenions en compte toutes les observations de mouvements aériens qui vont de très basse vitesse à très haute vitesse, on saturerait le système radar. Vous voyez, c'est ce qui explique qu'un objet donc de très basse vitesse ou à très grande vitesse puisse être éliminé, confondu comme ou une météorite ou comme un oiseau. Francine Fouéré, on parle assez souvent sur cette antenne des lettres humides, et il semble que le GEPA ait, par ses activités, attiré l'attention du ou des auteurs de lettres, et vous avez été destinataire de lettres. C'est juste. Je me souviens quand j'ai décacheté cette lettre, il n'y avait pas d'adresse, il me dit chouette, je n'aurais pas besoin de répondre, parce qu'on recevait à l'époque une 20aine de lettres par jour, et c'était un véritable travail, parce que assumer à la fois une maison, Krishnamurti, le lycée et tout le reste, plus ce courrier. Donc, je décachette cette lettre, je dis, bon, encore des gens un peu tordus, ça nous donnera pas beaucoup de travail. Mais vous voyez, c'était une erreur, parce qu'on est allé 2 fois à Barcelone voir les gens, les Espagnols qui s'occupaient de la question. Fariols et d'autres gens. Remarquez comme ça, j'ai pu voir les Pyrénées de haut, donc il y a toujours quelque chose de positif. Et puis, mon mari a pensé que dans cette histoire-là, c'était plutôt comme une enquête policière et qu'il valait mieux ne pas en parler sur les toits. On est même allé à la Javie, parce que le coin était très bien. Je trouve que les extraterrestres ou les humides, ce que vous voulez, ont aussi un sens touristique très accentué, très bien. Bon, on a donc regardé ça. On a reçu plein de documents. On en a des caisses entières. Et un ami qui était un technicien a dit que c'était curieux parce qu'il y avait des éléments justes, mais en même temps avec des faux bruits, comme pour brouiller les pistes. Bon, alors donc ça a été traduit, ça a été discuté et tout. Mais en définitive, je pense une chose. Si c'était une personne seule qui fasse ce travail, il fallait qu'elle ait un temps énorme et beaucoup d'argent. C'est une équation parfois difficile à résoudre. Si c'est un groupe, quand c'est un groupe, il y a toujours un jour ou l'autre des fuites. Il n'y a pas eu de fuite.
Donc ça nous a laissé perplexes, parce que depuis l'histoire sont venus à la Javie en 1951, nous on a reçu cette lettre vers 68. Donc si c'était vraiment, on ne donne pas de réponse au fond là-dessus, peut-être qu'avec le temps on aura des réponses. Il y a des gens qui ont dit une fois, c'est moi qui fais tout ça. Ça c'est Jordan Pena. Oui. Je sais, mais est-ce que c'est pas aussi se vanter, se dire voilà je vous ai fait une bonne blague et tout, c'est moi et tout. Moi je resterai réservé. J'attends parce que vraiment c'est très délicat cette question. Ce que j'ai mis sur cette histoire, c'est le livre de Sesma, qui dit que les humides sont très étonnés parce qu'ils voient des gens avec un ballon sur un terrain, puis il y a un coup de sifflet et tout le monde s'arrête. Je trouvais que la description était marrante. Il disait qu'il voyait des gens qui tenaient quelque chose à la bouche et ça faisait de la fumée. Ah oui. Et ça les dérangeait beaucoup. En survol de la ville de Montreux, oui. Ils faisaient allusion à la cigarette, bien entendu. Ça les a étonnés. Parmi les premières images qu'ils ont eues des terriens. Donc, sur cette question-là, il y a eu des livres. Il y a les livres de Jean Champollion. Il y a mardi dernier à la réunion des dîners ufologiques, il y avait quelqu'un qui parlait, son nom Michel. Christelle Seval. Merci. Qui parlait donc des humides. Je n'y suis pas allé pour différentes raisons, mais ça fait beaucoup de bruit. Il y a Martine Castello, que j'aime beaucoup, qui était venue nous voir pour écrire son livre aussi. Elle était allée d'abord en Espagne, et les Espagnols ont dit, mais il y a quelqu'un qui connaît mieux la question que nous, allez voir René Fouéré à Paris. Donc elle est revenue à Paris. Mais je ne peux porter aucun jugement sur cette histoire-là. Mmh. Robert Roussel. Moi, je viens d'écouter avec beaucoup d'intérêt ce qu'a dit Francine. Francine a tout dit. Je suis incapable d'avoir un jugement sur ce sujet. J'ai lu les livres de Jean-Pierre Petit faire mention à cette étrange histoire. Mais de manière personnelle, je suis incapable de donner un avis. J'avoue que c'est pour moi le plus total mystère. J'aurais tendance à toujours privilégier le doute, car je ne vois pas l'aboutissement de cette chose de manière pratique pour les humains. Donc je ne comprends pas pourquoi ou comment une planète qui est censée posséder une telle connaissance la dissémine sur certaines personnes et pas d'autres, qu'elle choisit justement des gens qui sont peut-être pas forcément même très crédibles, ce qui fait que, vous voyez, il y a tellement d'inconnus, mais en même temps, on a aussi à l'intérieur de ces informations des choses tellement importantes et fondamentales que comment un humain, effectivement, pourrait écrire des choses pareilles sans des connaissances extraordinaires. Ça, voilà, c'est l'énigme totale, c'est tout à fait vrai. Oui, 30 ans d'application pour destiner cela à une trentaine de personnes. Effectivement, ça pose une grande question quant à la motivation du ou des auteurs de lettres. Ça paraît assez spectaculaire d'entretenir une histoire pendant autant d'années sans aucune fuite quant à la source. Ce qui est le plus étonnant, oui, Francine Fouet, c'est que quand quelqu'un fait une blague, son plaisir n'est complet que quand il s'en vante après. Il y a quelqu'un qui avait pris une photo de soucoupe volante, c'est-à-dire une maquette qu'il avait jetée du haut d'un bateau. Il était officier de marine. Il a photographié. La maquette était parfaite. Ça avait une soucoupe volante merveilleuse qui a illustré pendant 10 ans des tas de couvertures de livres. Puis après, il a dit, vous savez, c'est un faux. Et là, ce qui est étonnant, c'est que personne ne vient dire que c'est un faux. Alors, ou celui qui a fait la blague est mort, donc il ne peut plus rien dire, ou alors on reste dans le mystère. Là. Mais votre prudence, comme celle de Robert Roussel, font plaisir à entendre parce que il y a tant de spécialistes, avec force guillemets, qui s'empressent de conclure, pour ceci ou pour cela, la prudence est plutôt du côté de la sagesse, oui. Et l'analyse dépassionnée. Bien, il nous reste une dizaine de minutes environ. Comment rendre un meilleur hommage encore au travail si patient, si dédié de René Fouéré concernant non plus Krishnamurti, c'était la première partie de l'émission, mais les ovnis. Francine Fouéré, soit par un souvenir, une anecdote quant à la méthode par exemple, soit un extrait de ses textes. En fait, René avait toujours cette même ouverture d'esprit, et je sais que quand un témoin venait le voir, il écoutait l'observation. Et je me souviens de cette anecdote où quelqu'un nous raconte ce qu'il a vu, puis il nous regarde et puis il éclate en sanglots. C'est drôle de voir un homme pleurer. Il nous a dit, quand je racontais mon observation à des gens, tout le monde se moquait de moi. Tandis que là, vous m'écoutez et
vous me redonnez confiance parce que ce que j'ai vu, je n'ai jamais compris ce que j'avais vu. On avait entendu une fois Monsieur Paul Févelet, qui jeune, à l'âge de 16 ans, avait vu en 1934 en Angleterre, il avait été pris dans un pinceau lumineux par un engin silencieux au-dessus de lui. Cela a flanqué la trouille pour toute sa vie. Eh bien, et il se disait, j'aurais bien voulu savoir ce que c'était. Au fond, les témoins, il faut les prendre au sérieux. Il faut voir, parce que dans notre, on a fait, je sais pas moi, plus d'une centaine d'enquêtes. S'il y en a 4 ou 5 et encore qui se sont moqués, qui racontaient des blagues, c'est le maximum. Donc, toutes les observations ne sont pas faites par des fous. Ça existera toujours, bien sûr, mais dans l'ensemble, les témoins sont corrects. Quand on avait vu Maurice Mas, qui lui a fait l'observation du 1er juillet 1966, qui avait été pris par des petits bonshommes qu'il avait immobilisés sur place, eh bien, vous savez, on peut pas inventer ça. C'est un drôle de choc pour les témoins. Et Robert Roussel, qui a enquêté, peut dire la même chose. Quelqu'un qui a vu vraiment quelque chose en reste marqué pour son existence, et avec toujours ce problème, pourquoi, et ça. Ils sont tous en train de se poser la question. Robert Roussel. Moi, je confirme tout à fait ce qu'a dit Francine. Ce qui m'a, moi, le plus intrigué, c'est j'ai vu effectivement et j'ai entendu des témoins me raconter leur histoire, mais je crois que ce qui m'a le plus intrigué dans toutes ces histoires que depuis pas mal de décennies maintenant je côtoie, c'est de lire la note numéro 17 du GEPAN relative à l'amarante. Cette note est extraordinaire, elle est d'une précision fantastique. C'est un monsieur qui fait la profession de biologiste, qui est donc un scientifique de base, et qui observe dans son jardinet, qui fait quelques mètres carrés dans la banlieue de Nancy, un objet qui fera 80 cm, je crois, de diamètre, venir en sustentation au-dessus d'un massif d'amarante, et il le voit pendant 20 minutes. Il explique que, comme il fait des analyses et qu'il passe sa vie à regarder sa montre pour déterminer le temps de l'analyse, il a regardé sa montre au moment où il est arrivé l'objet, et il l'a regardé au moment où il s'est envolé, il a décollé à la verticale, et il a noté que ça faisait 20 minutes. Cet homme tourne autour de cet objet, se demande si c'est une bombe, se demande si c'est un engin manufacturé, et il comprend pas. Et pendant 20 minutes, il voit cet objet qui reste fixe. La partie supérieure, il la décrit comme étant translucide, avec à l'intérieur une sorte de gel qui avait la couleur bleu lagon, comme il dit, des mers du Sud. En dessous, la moitié inférieure ressemblait à du beryllium. Du beryllium, c'est-à-dire un alliage qui constitue les missiles et les fusées, et que lui, il avait déjà vu puisqu'il est scientifique. Enfin, en bref, il décrit une structure à quelques mètres de lui, à presque centimètres de lui, avec une honnêteté, une précision extraordinaire. Le massif d'Amarante va subir un traumatisme très net qui va être constaté par les gendarmes quand ils vont recueillir quelques heures plus tard les végétaux. Le scientifique du GEPAN intervienne 24 heures après, recueille l'information, le témoignage du bonhomme. Nous avons affaire ici au témoignage le plus, à mon avis, le plus scientifiquement établi et le plus extraordinaire sur le plan du vécu et du rapproché. C'est ce témoignage qui me fascine le plus, et pourtant je peux vous dire que j'ai entendu des pilotes parler d'étranges lumières qui les ont poursuivis, j'ai vu des témoins me rapporter la présence d'objets lumineux à disons 200-300 mètres d'eux avec des évolutions bizarres, mais cette histoire rapportée par une note scientifique établie par le GEPAN, c'est-à-dire par le CNES, est à mon avis le témoignage le plus irréfutable, le plus solide jamais établi par un groupement scientifique. Et si les gens, et je pense qu'il est épuisé, c'est ça le problème, si les gens pouvaient lire ce témoignage de la note numéro 17 faite par le GEPAN, ils seraient absolument interloqués de la puissance de ce témoignage. Francine Fouéré. Je rejoins Robert Roussel parce que j'ai toujours pensé qu'une seule observation devrait être suffisante pour attirer l'attention. J'aimerais quand même encore redire l'attitude de René, qui avait écrit dans la préface, la présentation qu'il avait faite du texte de McDonald, qui était un chercheur américain remarquable, un scientifique aussi. Il avait écrit « Si les soucoupes volantes sont bien des machines spatiales venues d'ailleurs et pilotées ou téléguidées
par des représentants intelligents d'une ou de plusieurs races extraterrestres techniciennes, le problème que leur présence et leurs évolutions posent n'est pas simplement un problème intellectuel passionnant, réservé à des esprits savants et curieux, c'est un problème qui intéresse, qu'elle en soit ou non consciente, toute l'humanité. Et c'est vrai, je trouve que ça intéresse tout le monde. Oui, et le temps est fini où on se moquait du témoin comme assassiner le messager sans se préoccuper du contenu du message. Les témoignages abondent maintenant. Le Cometa a été publié en 99. Donc, on a de quoi maintenant approfondir, creuser le temps du ridicule. Mais, vous savez, le ridicule, c'est souvent un réflexe de peur face à l'inconnu. Et ce temps est passé. Mais mon mari m'avait dit un peu à la fin de sa vie que peut-être notre cerveau, notre intelligence ne sont peut-être pas structurés pour comprendre ce phénomène. Voilà. Si je peux, il y a encore des gens qui continuent à étudier la question. Il y a des petites revues, il y a des choses comme ça. Est-ce qu'on peut les citer? Mais bien sûr. Alors, j'aimerais citer quand même si on n'est pas d'accord avec tout le contenu, loin de là, Lumière dans la nuit. C'est une revue d'ufologie faite par Joël Ménard, boîte postale 3, 86 800 Saint-Julien-Lars. Il y en a une autre. Contact OVNI, Humofra Géo France, Centre d'études OVNI France, boîte postale 21, 13 170 La Gavotte. Il y a un livre remarquable qui est sorti, le guide des livres ufologiques francophones, 1951-2000 par Didier Charnet et François Hess. Et ils font aussi une revue, Ufologue, Association Nexus. C'est un livre qui est remarquable parce que quand on cherche maintenant renseignement, c'est très pratique à documenter. Et surtout, il y avait Robert Roussel, que je ne vais pas oublier de citer. Et puis, il y a eu différents livres qui sont parus juste au moment de Châlons en Champagne, l'OVNI sur les Suisses, OVNI en Champagne. Il y a, chacun étudie les OVNI dans son coin. Il y avait OVNI en Bretagne avant, de Jean-François Boédec. Il y a un dossier Alsace. Enfin, chacun étudie la soucoupe dans son petit coin. Et il y a aussi des repas ufologiques un peu partout en France maintenant. Ça se multiplie à l'image des repas ufologiques parisiens. C'est intéressant qu'il reste des contacts. Voilà. Alors, Robert Roussel, est-ce que cet ouvrage publié en 1995 chez Albin Michel est toujours disponible? Oui, je pense qu'il est toujours disponible. J'ai reçu récemment une lettre d'un lecteur qui m'a dit s'il est disponible, il est aussi accessible chez les bouquinistes et chez les gens qui font le travail de centraliser ses ouvrages. Mais je crois qu'il est encore disponible chez Albin Michel. Voilà. Alors, il faut demander les dossiers cachés de l'enquête officielle. Voilà, les vérités cachées, de l'enquête officielle. Robert, j'en ai encore à la maison. Quand tu viendras. Ok. Bien, on va vous remercier tous les deux. On a donné de notre mieux toutes les références nécessaires à la fin. Il y a aussi maintenant, depuis quelques années, l'Internet comme moyen de recherche et d'archivage, et les sites ne manquent pas non plus. En remerciant donc Robert Roussel et puis Francine Fouéré, j'espère qu'on a rendu un hommage en deux parties, avec Krishnamurti d'une part et les OVNI d'autre part, à une large part de la vie de votre époux René Fouéré. J'en suis très touché parce que ça a été extraordinaire de vivre à côté d'un chercheur dans tous les domaines, parce qu'il y avait non seulement Krishnamurti, Soukourlante, mais il y avait aussi la parapsychologie, il y avait toutes ces études-là dont on ne peut pas toujours parler. Mais enfin, il y avait toujours cette ouverture d'esprit que j'aimais bien, et cette bienveillance aussi envers les gens. Mais je remercie Robert Roussel de son témoignage, ainsi que Philippe Muller. J'en suis très très touché. Et évidemment, oui, Didier. Merci France. C'est moi qui te remercie, Francine, de tout ce que tu fais et de tout ce que tu as fait pour cette cause extraordinaire.